L'histoire de Laura s'est passée quand elle avait 15 ans. Et aujourd'hui, elle en a 22. À l'époque, Laura adorait aller en colonie de vacances. Donc, elle est allée en colonie de vacances. Ces animateurs étaient super cool. Donc les plus grands de la colonie, ceux qui avaient entre 15 et 17 ans, pouvaient rester un peu plus tard pour veiller avec les animateurs. Il faut savoir qu'il y avait 3 groupes de tâches ménagères. Comme par exemple la vaisselle, le nettoyage, aller chercher le bois, etc. Et Laura était dans le groupe vaisselle. Ils étaient donc tous assis autour du feu quand l'une des animatrices a demandé à Laura si elle avait déjà fait la vaisselle du soir. Bien évidemment, Laura avait complètement oublié. Donc elle avait proposé de la faire tout de suite alors qu'il était déjà entre 22 et 23 heures. Elle a récupéré donc toute la vaisselle dans un petit bac et elle est partie faire la vaisselle. Mais elle nous explique quand même. Pour faire la vaisselle, il fallait marcher plus ou moins 5 minutes. Et c'était un petit lavabo en pierre extérieur. Car ils dormaient tous sous tente, qu'il n'y avait pas de toilette et que les douches fermaient à 20 heures. Il faut savoir que c'est pas une zone de camping. Il y avait une grange avec quelques chevaux et que la colonie était la seule à cette zone-là. Donc Laura a exceptionnellement pris son téléphone pour avoir son flash et elle a commencé à faire la vaisselle. Il faut savoir aussi que Laura est myope mais qu'elle n'avait pas encore ses lunettes. Elle voit quelque chose de petit, bouger au loin. Elle regarde et pour elle c'est un chien, car c'était à 4 pattes. Mais vu que c'était loin, elle n'y prête pas trop attention et elle reprend la vaisselle. Et là elle voit le chien s'approcher doucement d'elle. Du coup Laura prend son téléphone et dirige le flash dans la direction du chien. Et là, ce n'était pas du tout un chien, mais un être humain, un mec à 4 pattes, en caleçon, chauve, maigre et sale. Laura était complètement tétanisée, jusqu'au moment où elle a vu que l'homme, le mec à 4 pattes, levait ses fesses et commençait à galoper dans sa direction. À ce moment-là, elle s'est retournée et elle a cavalé dans la direction de la colonie. Elle a lâché les quelques assiettes qu'elle tenait encore pour courir encore plus vite. Arrivé à la colonie, le chef des animateurs lui a quand même demandé ce qu'il s'est passé. Laura lui a tout expliqué et l'animateur est devenu tout blanc. Il s'est tourné vers un de ses collègues en lui posant la question. Ce n'était pas le mec super bizarre qui rôdait qu'on a vu tout à l'heure? Ouais. Malheureusement, la colonie ne pouvait pas rentrer le soir même, du coup les animateurs ont décidé de faire une ronde. La colonie a passé une très mauvaise nuit et sont partis le lendemain. Le grand frère de Laura est revenu la chercher et sont rentrés chez eux. Depuis cette nuit-là, ce spot de centre de loisirs a été condamné et on ne peut plus jamais y aller. Il faut savoir que c'est une histoire 100% vraie et que Laura en est encore aujourd'hui très traumatisée. Je vais vous raconter l'histoire de Morgane. L'histoire que je vais vous raconter se passe le soir d'Halloween. À ce moment-là, Morgane avait 14 ans. Morgane était avec ses 2 amies, Camille et Lola. Et elles avaient toutes les 3 eu l'autorisation de leurs parents de pouvoir sortir le soir d'Halloween pour aller récolter un maximum de bonbons dans leur petit village de Bretagne. Elles étaient toutes les 3 très heureuses de pouvoir se déguiser. Morgane était déguisée en sorcière, Camille en vampire et Lola en clown tueuse. La seule consigne était de rentrer avant 23 h. Elles sont toutes les 3 parties à la chasse aux bonbons, en espérant bien évidemment d'en récolter le plus possible. Tout se passe super bien, en plus les gens du village sont très généreux et leur panier se remplit de plus en plus vite. Pour immortaliser le moment, Lola a sorti son téléphone pour faire un selfie. Ce après quoi elles allaient toutes les 3 rentrer chez Morgane dans le but de comptabiliser leur butin sucré. Mais à ce moment-là, Morgane s'est dit qu'au final, elle n'avait pas de belles photos de leur déguisement, car sur les selfies, on voit uniquement le visage. Morgane sort alors son téléphone et elle demande à une passante de faire une photo d'elle et ses 2 copines. Bien évidemment, la madame a accepté, elle fait une photo de Morgane et ses 2 copines, puis lui rend son téléphone. Enfin, Morgane était contente d'avoir sa photo et finalement, ils rentrent tous chez Morgane pour de bon. Comme c'était Halloween, il y avait bien évidemment plein de films d'horreur qui passaient à la télévision. Et comme elles étaient rentrées toutes les 3 sans aucun problème à la maison, les parents de Morgane ont donc été se coucher, laissant donc le salon à Morgane et ses 3 copines pour toute la soirée. Elle décide alors de se faire un petit peu peur, en allumant quelques bougies, en éteignant la lumière et en regardant un bon film d'horreur en train de se gaver de bonbons. La soirée parfaite. Morgane nous dit qu'elle a été chercher de la grenadine,
la soirée parfaite. Et pendant que Morgane était dans la cuisine, Camille et Lola en ont profité pour se cacher derrière le canapé, dans le but de faire peur à Morgane une fois qu'elle les rejoindrait. Morgane nous dit qu'elle a failli renverser toutes les grenadines sur la moquette, mais qu'au final ça leur a quand même bien fait rire. Donc elles sont toutes les trois bien installées dans le fauteuil, qu'elles ont de quoi boire et de quoi manger, elles étaient prêtes à passer la meilleure soirée pyjama du monde. Pendant la pub, elles décident de poster une photo qu'elles avaient prise durant leur chasse aux bonbons. Le film reprend, et à ce moment-là, Morgane s'aperçoit que son téléphone et celui de Camille, qui était juste à côté du sien, arrêtaient pas de s'allumer, à cause de notifications. Bien évidemment, Morgane décide de regarder ce que c'est. Et là, il y a une tonne de commentaires sous leurs photos qui demandent qui est le groupe d'hommes en noir qui se trouve juste derrière elle. Mais de quoi il parle? Morgane décide de montrer les commentaires à Lola. Et il se trouve que Lola a également le même type de commentaires sur la photo qu'elle aussi a postée. Bien évidemment, leur cœur commence à battre la chamade et elles décident de regarder la fameuse photo. Et là, on voit effectivement, dans l'ombre d'un lampadaire, un groupe composé de 3 individus. Et il semblerait que ce soit des hommes, entièrement vêtus de noir. Elles se regardent toutes les trois et elles deviennent complètement blanches. Bien évidemment, là-dessus, Lola regarde aussi les autres photos qu'elle avait prises durant le soir d'Halloween. Et là, elle se rend compte que les 3 individus étaient également présents sur le selfie qu'elles avaient pris 1 heure plus tôt. Et à ce moment-là, sous la photo, s'affiche en commentaire « On vous voit ». Elles sont complètement terrorisées par la peur, voire même paralysées. Camille avait tellement peur qu'elle se mettait à trembler. À ce moment-là, Morgane reçoit une nouvelle notification sur son Instagram. Une personne inconnue lui envoie un message. Morgane regarde ses amis qui, elles, disent « Ouvre, ouvre, vite, ouvre !» Et en ouvrant le message, c'est la personne des commentaires qui lui envoie une photo. Il s'agissait tout simplement de sa maison. La maison dans laquelle elle se trouve actuellement avec ses amis. Et lorsque Morgane zoome sur la photo, elle s'aperçoit que Camille et Lola étaient cachées derrière le canapé. La photo avait donc été prise au moment où Camille et Lola faisaient la farce à Morgane quelques minutes plus tôt. Alors qu'elles étaient toutes les trois complètement paralysées par la peur, soudainement, ça toque à la porte. Que doit-elle faire? Ouvrir? Prévenir les parents? Morgane n'en a aucune idée. Mais après une rapide conversation, elles se sont toutes les trois dites que s'ils préviennent les parents, elles pourront plus jamais sortir le soir d'Halloween. Elles ont donc décidé de se rapprocher de la porte d'entrée. Mais Morgane a d'abord été chercher un couteau dans la cuisine. Pendant ce temps, la personne insiste et tape de plus en plus fort à la porte. Elles sont complètement terrorifiées. Les coups se font de plus en plus forts. La personne insiste réellement. Morgane est complètement morte de peur, mais elle est quand même un petit peu réconfortée par le couteau qu'elle tient dans la main. Camille, elle, la regarde avec effroi. Lola lui dit « J'ai trop peur, faut vraiment prévenir tes parents. » Mais Camille et Morgane sont vraiment contre cette idée. Seulement, si elle n'ouvre pas, les coups sur la porte qui deviennent de plus en plus forts vont finir par réveiller les parents. Morgane ouvre la porte. Une jeune fille et sa maman. Des bonbons ou un sort? Un soupir de soulagement leur parcourt le corps tout entier. Les 3 copines se regardent assez rassurées et leur donnent quelques bonbons pour leur faire plaisir. C'est Halloween. Puis, elles referment la porte et verrouillent à clé. Elles se dirigent à nouveau vers le salon quand soudain ça toque à nouveau. Confiante et rassurée par la présence de la femme et la jeune fille quelques secondes plus tôt, Morgane reste très calme et retourne vers la porte d'entrée. Elle finit par ouvrir la porte tout en restant quand même un petit peu sur ses gardes. Et toujours avec le couteau à la main. Elle tourne la clé et ouvre la porte. Et là, personne. Personne. Vraiment, personne. Les 3 filles s'avancent sur le palier pour voir s'il y a quelqu'un. Elles crient « Y a quelqu'un ?» Et personne. Cette fois pour nos 3 filles, c'en est trop. Elles sont immédiatement rentrées dans l'appartement, elles ont fermé la porte à clé et se sont installées dans le salon. Elles ont décidé de ne plus ouvrir à qui que ce soit durant toute la nuit. Et au final, elles ont passé leur pire nuit d'Halloween de toute leur vie. Le lendemain matin, Lola, qui était finalement la plus terroriste des 3, n'a pas résisté. Et au petit déjeuner, elle a montré son téléphone aux parents de Morgane.
en expliquant que la veille, elles avaient reçu de nombreux messages très flippants d'un inconnu sur Instagram. Que ces inconnus les avaient prises en photo dans leur appartement. Là-dessus, Lola ouvre Instagram et va dans les messages. Et là, plus rien. La personne avait sans doute supprimé son compte ainsi que la conversation pour qu'il n'y ait aucune trace. Je vais vous raconter l'histoire que Johan a vécue le dimanche 29 octobre 2022, quand Johan avait 26 ans. Johan habite actuellement près de la frontière suisse, mais il est originaire de Grenoble, là où réside toute sa famille, soit ses parents et sa sœur. Il nous mentionne juste que ses parents habitent dans un petit appartement dans la périphérie et que sa sœur, elle, habite Grenoble. Après un week-end très agréable avec sa copine, où ils ont été voir leur famille, ils sont rentrés chez eux. Après 1h30 de route, ils sont arrivés chez eux, ils ont commandé un petit McDo et se sont installés devant une série. À ce moment-là, Johan reçoit un appel. Un numéro inconnu qu'il ne connaît pas. Un 07. Et il faut juste savoir aussi, c'est qu'il était 21h. Johan nous dit, généralement, il ne répond jamais aux inconnus. Et surtout pas à cette heure-là. Cependant, il nous dit quand même qu'il a ressenti une sensation très étrange. Il s'est senti obligé de répondre. Du coup, il a répondu. On ne sait jamais. C'est peut-être important. Il décroche et après avoir dit « Allô ?» une personne répond directement. « Êtes-vous le fils de Daniel ?» Johan répond évidemment « Oui, vu que son père s'appelle Daniel. » Cela n'a pas trop choqué Johan. Il nous explique pourquoi. Tout simplement car son père est commercial depuis 35 ans dans la même société et que son numéro était le sien il y a 15 ans. Donc c'est possible parfois qu'il reçoit des appels de très vieux clients à son père. Et après avoir répondu, la personne lui dit directement « Votre père a eu un accident de voiture. » La panique prend immédiatement Johan et il se met à trembler. Sa copine qui était juste à côté de lui voit que quelque chose ne va pas et vient s'inquiéter. Johan nous dit qu'il était complètement pétrifié car le ton qu'avait employé la personne pour annoncer voulait dire que son père était mort. Johan lui répond dans la panique. « Mais où ? Où ? Comment ? Et qui êtes-vous » Il lui répond que c'est tout simplement un témoin de l'accident et que son père a immédiatement été amené à l'hôpital. Et là, Johan panique, il continue, il hurle en lui disant « Mais où ? Où a eu lieu l'accident ? Et comment ?» La personne lui dit que la voiture s'est retournée et a fait plusieurs tonneaux. Johan explique tout à sa copine en tremblant et rempli d'angoisse. Et là, la personne dit qu'il aimerait appeler sa femme. Du coup, Johan raccroche directement. À ce moment-là, Johan conclut que sa maman n'était pas avec son père. Juste pour info, il arrive parfois que les parents de Johan se disputent et que le père prend la voiture pour aller faire un tour. Or, Johan a appelé sa mère et il n'a pas eu de réponse. Du coup, il a appelé sa petite sœur qui, elle, a fait une crise de panique et s'est mis à hurler au téléphone. Et Johan lui demande d'aller immédiatement réveiller sa maman car elle ne répond pas au téléphone. Au même moment, la copine de Johan en profite pour appeler sa maman et lui demander de rechercher tous les hôpitaux à proximité de Grenoble pour qu'on retrouve le père. Et au même moment, Johan en profite pour rappeler le numéro de l'inconnu pour avoir plus d'informations. Et il lui dit « Mais où ? Où ça s'est passé ? Où et comment ?» Mais la personne semble vouloir contourner les questions et au final, n'y répond jamais. « Mais vers où ? Quelle ville ? Quel village ? Dites-moi des informations. » Vers Angers. Et là, Johan tilt. Attends, j'étais avec mon père à 17h et je suis rentré. C'est impossible qu'il ait tapé un Grenoble-Angers en 4 heures. Pendant cet échange avec la personne, sa copine tilt sur le mot Angers. Et comprend également que c'est impossible que le père soit à Angers. Du coup, elle a immédiatement appelé le papa de Johan. Là, le père répond d'une manière dédaigneuse. Allô ? Mais Daniel, vous n'avez pas eu d'accident ? Et il rigole, il pète de rire et lui dit Absolument pas, je suis sur mon canapé, je regarde le foot. Johan dit à la personne au téléphone que son père est en ligne. L'homme lui répond Mais vous n'êtes pas Mathéo ? Johan lui répond qu'il s'appelle pas Mathéo, qu'il s'appelle Johan et qu'il ne connaît aucun Mathéo dans sa famille. Monsieur s'est excusé, mais la manière dont il s'est excusé a laissé à Johan une sensation glaciale. Comme s'il avait eu ce qu'il voulait, le voir paniquer. Johan lui a demandé 5 fois, à 5 reprises, comment il a eu son numéro.
et il ne l'a jamais répondu. L'homme a raccroché, et depuis, Johan ne l'a plus jamais eu en appel vocal. Par la suite, Johan a quand même eu un échange de messages avec cette personne dans le but de savoir comment il a eu son numéro, car Johan et sa copine ont fait de nombreuses recherches et en aucun cas son numéro se retrouve sur internet. Alors que la personne avait affirmé qu'il avait trouvé son numéro dans le Google annuaire. Après quelques jours, sa belle-sœur qui est chirurgienne lui a indiqué que ce sont les pompiers qui prennent contact avec la famille, jamais des personnes au pif comme ça, même quand ce sont des personnes impliquées. De plus, quand il y a un décès ou autre chose de ce type sur la route, quoi qu'il arrive, il y a soit un article de presse, soit un acte de décès. Mais Johan n'a rien trouvé de tout ça. Johan nous dit qu'il a essayé de rappeler le numéro une semaine plus tard, mais ce numéro n'était plus attribué. Est-ce une mauvaise blague? Est-ce une personne qui voulait tout simplement le voir paniquer? Comment a-t-il eu son numéro? Rien qu'en écrivant ce témoignage et en se remémorant ces moments, Johan en a des frissons. Lucie est une fille de 15 ans, et l'histoire qu'elle a vécue s'est passée pendant la nuit du 30 avril au 1er mai 2021. Avec 4 amis, Lucie avait décidé de passer tout le week-end dans un appartement vide à louer dans le 16e arrondissement de Paris. Bref, elles étaient super contentes et très excitées de passer leur première nuit ensemble dans le salon. Elles avaient décidé de dormir dans des sacs de couchage et de dormir en forme d'étoile. Il était environ 1h du matin quand elles avaient décidé de se mettre dans leur sac de couchage et d'éteindre la lumière afin de se raconter des histoires d'horreur dans le noir. Il faut juste savoir qu'il ne s'agissait tout simplement pas du noir complet. Il y a tout juste assez de lumière pour que Lucie puisse apercevoir la silhouette de ses amis, mais rien de plus. Après les quelques histoires d'horreur partagées, il faut savoir que Lucie était assez terrifiée. Elle était plutôt stressée. Il faut juste savoir qu'elle avait peur du moindre bruit qui provenait de l'appartement. Et il faut savoir aussi qu'il y avait une porte, qu'elles avaient oublié de fermer à clé. Il était 3h du matin. 2 de ses amis s'étaient déjà endormis. Et Lucie, elle, continue à discuter avec les 2 autres amis qui étaient encore réveillés. On va les appeler Clara et Julie. Elles commençaient à chuchoter et doucement à fermer leurs yeux. Bref, une ambiance assez paisible pour bientôt mettre fin à la discussion et pouvoir s'endormir. Soudain, elles entendent quelqu'un qui frappe les murs du salon, très proche d'elles. Évidemment, elles se réveillent toutes en sursaut. Et à 10 mètres d'elles, juste à côté de la fenêtre, une silhouette. Elles se mettent à crier, mais crier, vraiment crier. Elles ne peuvent pas savoir si la personne a un couteau ou une arme sur elle. Elles ne peuvent pas non plus apercevoir son visage. Mais la seule chose qu'elles remarquent, c'est que cette silhouette, cette personne, se tient de manière voûtée. Très bizarrement voûtée. S'y crie alors en boucle. Clara, la lumière! Clara, la lumière! Clara, allume la lumière! Car elle avait juste à 1 mètre d'elle un téléphone, qui était potentiellement la seule source de lumière à leur portée. Sauf que Sarah, elle est complètement tétanisée, tellement qu'elle a peur, alors qu'il lui faut seulement une dizaine de secondes pour attraper le téléphone. Et c'est cette dizaine de secondes qui a été la plus terrifiante de toute la vie de Lucie, car l'inconnu s'approchait d'elle. Lucie qui était allongée, complètement tétanisée dans son sac de couchage. C'est là qu'elle se dit qu'elle a seulement 2 choix. Soit elle le frappe avec ses pieds et on voit ce qui se passe, soit elle ne fait rien. Elle lève juste ses pieds en l'air devant elle, en seule apparence de défense. Lucie choisit finalement la deuxième option. Soudain, l'inconnu tombe sur l'une de ses amies, qui était toujours en train de dormir, et qui du coup la fait se réveiller. C'est à ce moment-là que Clara a enfin allumé le flash du téléphone. Et en fait, c'était juste une autre pote qui s'était endormie, et qui visiblement était somnambule. Et elle ne les avait pas prévenus. Et ce qui est dingue, c'est que personne ne l'avait entendu sortir de son sac de couchage pour se diriger vers la fenêtre. D'autant plus qu'aucune de ses amies l'avait reconnue quand elle était debout, dû à sa posture assez courbée et voûtée. Lucie nous dit juste qu'elle est un petit peu désolée pour cette chute, un peu décevante, mais elle nous dit quand même qu'elle a été traumatisée du noir pendant 2 à 3 semaines après cette fameuse nuit. En fait, Lucie était tout simplement persuadée que cette nuit, c'était son heure. Et ce n'était pas encore le cas.
Julia est suisse. Elle a 24 ans et l'histoire qui lui est arrivée s'est passée un soir de décembre 2022 vers 22h. Elle rentrait de chez sa grand-mère pour aller chez son papa. Il faut juste savoir que Julia prend le train depuis très longtemps et toute seule et qu'elle n'a jamais eu de problème avec d'inconnus jusqu'à aujourd'hui. Bref, le train que Julia devait prendre arrive en gare et elle monte directement dedans. Julia nous dit qu'elle s'est assise dans un wagon où il y avait quelques personnes. Il y avait 2 jeunes femmes qui discutaient entre elles et un homme qui était assez bien habillé et au téléphone. À part ces 3 personnes et Julia, il n'y avait personne d'autre. Après s'être installé confortablement, le train a mis quand même pas mal de temps avant de redémarrer. Du coup, Julia, pour passer le temps, elle regardait ce qui se passait dehors. Il était tard, il était passé 22h et du coup, il faisait très noir dehors. Il faisait noir, mais Julia pouvait quand même distinguer quelque chose d'étrange. Il y avait un homme qui était assis sur un des bancs sur le quai. Et Julia s'est rendu compte que cet homme était en train de la fixer. Et sans s'arrêter. Après peut-être 2 minutes à la fixer, une annonce retentit, dans le train comme sur le quai. Comme quoi le train allait bientôt redémarrer. À ce moment-là, Julia ressent un petit stress. Car en regardant à nouveau par la fenêtre, l'homme avait disparu. En même pas 2 secondes, il avait disparu. Juste le temps de l'annonce. Truc de ouf. À ce moment-là, Julia se pose 10 000 questions. Et se met un peu à paniquer en repensant à cet homme. Est-ce que l'homme qui la fixait est tout simplement parti? A-t-il changé de quai? Bien, est-il monté dans le train? Quand soudain, le train quitte la gare. Pour l'instant, Julia n'allait pas très bien. Mais ça allait de mieux en mieux car elle se disait que l'homme chelou qui la fixait sur le quai de la gare était maintenant très loin d'elle et qu'elle ne risquait plus rien. Ayant oublié ses écouteurs, Julia écoute les conversations des gens dans le train. Notamment la conversation des 2 jeunes femmes qui parlaient anglais et que du coup Julia pigeait absolument que dalle. Et également la conversation de l'homme au téléphone qui parlait aussi anglais. Mais celui-ci semblait un peu moins apprécier le fait que Julia écoutait sa conversation. Du coup elle a très vite arrêté. Quelques minutes plus tard, le train arrive en gare. Il faisait super noir. Et avec toute la pression et le stress que Julia a eu en montant dans ce train, qu'elle en a oublié de compter le nombre d'arrêts. Je vous explique. Julia nous dit que lorsqu'il fait très noir dehors et que le train est allumé à l'intérieur, avec les reflets, on ne voit quasiment rien dehors. Il est donc très difficile de discerner à quel arrêt nous sommes. Alors pour le coup, Julia ne savait pas très bien à quel arrêt elle en était. À peine le train arrêté, Julia a immédiatement regardé par la fenêtre pour voir la pancarte illuminée de la gare. Ou potentiellement d'autres indices pour savoir où elle était. Julia a à peine eu le temps de savoir où elle était que le train était déjà reparti. Et là, elle s'est rendue compte que les 2 femmes et l'homme au téléphone étaient descendus. Et qu'à la place, un peu plus loin dans le train, il y avait un homme qui la fixait. Oui, c'était le même homme qui fixait Julia quelques minutes plus tôt. L'homme était bel et bien monté dans ce foutu train. Et la voilà donc seule dans ce wagon avec cet homme qui n'a toujours pas changé d'attitude car il est toujours en train de la fixer. Julia était en panique totale. Elle avait vraiment peur de cet homme. Elle jetait de temps en temps des petits coups d'œil pour voir s'il continue de la fixer. Et c'était le cas. Ouais. Julia ne savait pas comment réagir. Quand soudain, lorsque leurs regards se sont croisés, l'homme bouge la tête. Mais il bouge la tête d'une façon pas du tout naturelle, à croire que cet homme était complètement drogué. À ce moment-là, Julia n'osait pas le regarder à nouveau, alors qu'elle entendait quand même beaucoup de mouvements dans le wagon. Julia était tout simplement paralysée par la peur. L'homme qui la fixait intensément quelques minutes plus tôt sur le quai de la gare se trouve dans le même wagon qu'elle. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Julia se retrouve seule dans ce wagon avec cet homme complètement fou dont on ignore ses intentions. Malgré qu'elle soit complètement terrifiée, Julia entend quand même beaucoup de mouvements dans le wagon et décide de jeter un petit coup d'œil pour voir ce que l'homme mijote. Car tout ce qu'elle voulait, c'était que l'homme reste bien assis très loin d'elle et qu'il la laisse tranquille. Et là, à sa grande surprise, l'homme était debout. Et à nouveau,
En croisant le regard de Julia, l'homme réagit d'une manière très spéciale, comme s'il essayait d'être discret, comme s'il croyait être invisible, comme si pour lui, Julia ne l'avait pas encore remarqué, comme si Julia ne savait pas qu'il était avec elle dans le train. Julia ne sait pas quoi faire face à cette situation. Malgré les bruits de pas qui se rapprochent petit à petit d'elle, Julia n'a pas la force de crier, de dire quelque chose à l'homme ou bien même de se lever pour changer de place. Non, Julia subit ce qu'il est en train de lui arriver. Elle est tout simplement tétanisée par la peur. Soudain, plus un bruit. Julia tente de voir où se trouve l'homme. Il n'est ni à sa place, ni dans l'allée. Il a disparu. Car l'homme était seulement à quelques sièges de Julia. Et il continuait à la fixer par la séparation entre les deux sièges. Mais cette fois-ci, non seulement l'homme continuait à la fixer, mais il la fixait avec un large sourire. À ce moment-là, Julia a compris qu'elle était dans la soupe, et que si elle ne réagissait pas, il allait lui arriver quelque chose. À savoir aussi, un petit détail important, c'est que le train arriva à la gare suivante. Ce qui peut être une porte de sortie pour Julia, même s'il ne s'agissait pas de son arrêt. Mais non. Julia n'est pas parvenue à dire ou à faire quelque chose. La peur avait pris le dessus sur elle. Elle était incapable de faire quoi que ce soit. Julia savait pertinemment bien que l'homme était juste à côté d'elle et qu'il arrivait. Elle est donc obligée de subir ce qui va lui arriver. L'homme arrive. Mais Julia ne veut en aucun cas à nouveau croiser son regard de fou. Du coup, elle regarde par la fenêtre. Par le reflet de la fenêtre, Julia s'aperçoit clairement que l'homme est juste à côté d'elle, qu'il la fixe, qui lui sourit et qui descend du train. Je ne suis personne pour juger la réaction de Julia. Non seulement parce que je n'ai pas encore vécu ce genre de situation, mais aussi, et je pense que le fait que je suis un homme de 1m93 pour 97 kg réduise quand même fortement les chances que ce genre de situation m'arrive. De pas mal en tout cas. Alors si tu es une femme ou bien un homme qui a déjà vécu ce genre de situation, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires comment tu aurais réagi à la place de Julia. Je vais vous raconter l'histoire d'Alia, et elle a 14 ans. Récemment, elle a emménagé dans un nouvel immeuble avec sa mère. Cet appartement contient 4 étages, il y a des escaliers et un ascenseur. Comme tout appartement. Il faut savoir qu'elle est très sensible à tout ce qui est mauvaise onde. Et qu'en arrivant dans cette nouvelle résidence, que ce soit la nuit ou en journée, elle ne se sentait pas spécialement à l'aise. Ni dans les escaliers, ni dans les couloirs. Elle se sentait comme observée. Mais avec le temps, elle n'y prête pas plus attention que ça. Avec toutes les enquêtes criminelles et les threads d'horreur qu'elle regarde depuis quelques mois, elle pense qu'elle devient quand même un petit peu parano. Et un jour, l'ascenseur était en panne. Elle était donc obligée de prendre les escaliers venant du 4e étage vers le rez-de-chaussée. Et ça, elle le sentait plutôt mal. Sa mère lui a gentiment demandé de descendre les poubelles, donc Alia a dû faire un léger détour vers le sous-sol avant d'aller en cours. Et elle est donc descendue. Au sous-sol, la lumière n'est pas automatique. Elle s'allume avec différents interrupteurs, qui se trouvent dans le local poubelle, sur le parking et à côté de l'ascenseur. Ce matin-là, donc elle sort de l'ascenseur, elle allume la lampe et fait quelques pas pour avancer. Et immédiatement, la lampe s'éteint. Pour le coup, elle bug, elle stresse, car elle avait quand même quelques appréhensions avant de descendre. Là, elle est toute seule, et s'il lui arrive quelque chose, il n'y a aucun témoin. Elle retourne donc vers l'ascenseur pour allumer la lumière. Elle parcourt le parking très vite, dépose la poubelle et trace son meilleur sprint vers l'ascenseur pour sortir du sous-sol. Pendant 2 semaines, plus rien ne se passe. D'ailleurs, elle n'en avait même pas parlé avec sa maman, car elle trouvait ça inutile et ridicule. Et surtout que ça pouvait être tout simplement un problème défectueux des lampes et que ça ne valait absolument pas la peine d'en discuter. Mais le jour où les choses se sont réellement passées se passe seulement 2 semaines après cet incident. La maman d'Alia lui avait gentiment demandé à nouveau de sortir les poubelles.
chose qu'Alia a dû faire, mais pas spécialement sereinement. Comme la dernière fois, Alia sort de l'ascenseur, mais cette fois elle ne bouge pas. Elle reste plantée là quelques secondes, juste pour écouter. Elle n'entend rien, donc elle avance vers le local poubelle pour y déposer le sac. Et en retournant vers l'ascenseur, la lumière s'éteint, comme il y a 2 semaines. Mais cette fois, Alia est persuadée d'avoir entendu le bruit de l'interrupteur. Et pour le coup, le bruit venait de derrière elle, donc du local poubelle, là où elle en vient, et où il n'y avait personne. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Là-dessus, Alia réalise qu'elle n'est pas seule, et trace le plus vite possible dans la direction de l'ascenseur pour sortir du sous-sol. Alia nous dit qu'elle entend des pas pressés derrière elle, ce qui stresse également Alia, qui fonce vers l'ascenseur pour sortir de là. Alia rentre dans l'ascenseur et les portes se referment. Et à ce moment-là, Alia se rend compte qu'il y a un homme qui arrive et qui se tient debout, juste devant la porte de l'ascenseur. Complètement débraillé le type. Quand l'ascenseur commence à monter, Alia nous dit qu'elle entend un hurlement de rage en bas. Alia nous dit qu'elle remonte immédiatement dans son appartement et qu'elle fond en larmes dans les bras de sa mère. Et elle lui raconte tout ce qui vient de se passer. La maman d'Alia prend ses dires très au sérieux et appelle immédiatement la gendarmerie. Et ce qu'elles ont appris ensuite leur ont glacé le sang. Avec chance, dans le parking, il y a de nombreuses caméras de surveillance un peu partout, car il y a déjà eu de nombreux vols de voitures auparavant. Les policiers leur ont dit que l'homme s'était déjà infiltré dans le local poubelle 1 semaine avant la première descente d'Alia. Les policiers leur ont dit que ce n'était pas la première fois que cet homme s'était infiltré dans les caves de cet immeuble, et qu'au moment où Alia était dans ce local poubelle, l'homme y était également. Il était caché derrière une poubelle, et c'est également lui qui jouait avec les lumières. Les policiers ont également réussi à intercepter le mec, qui était visiblement un sans-abri, qui était déjà connu pour agression au service de police. Ils ont également trouvé un canif et une corde dans son sac. Alia nous dit qu'elle a quand même beaucoup de mal à s'en remettre de cette histoire, vu son jeune âge, c'est vrai qu'elle n'a que 14 ans, mais qu'elle y travaille. Et petit à petit, elle consulte des psychologues et elle se sent déjà vachement mieux. Pour cette 3e histoire, je vais vous raconter l'histoire de Shaima. Shaima était partie en vacances uniquement avec sa grand-mère dans leur maison de vacances, dans un endroit vraiment paumé. Il faut savoir que cet endroit est tellement paumé qu'il n'y a ni réseau ni internet, et que le supermarché le plus proche est à 1 demi-heure de route en voiture. Il y a seulement 2 maisons voisines, alors qu'elles sont vraiment loin, et que ce qu'il y a à proximité, c'est seulement des champs et des falaises. Avec sa grand-mère, elles sont donc toutes les deux dans cette grande maison. Et elles vont coucher assez tôt parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Car il n'y a pas internet, elles n'ont pas grand chose à se dire. Et il n'y a pas... Avant d'aller se coucher, elles ferment la porte d'entrée, qui se trouve dans la cuisine. Il faut savoir que pour rentrer dans cette maison, il y a 3 portes différentes. Mais qu'on emploie plus généralement la porte de la cuisine, car les 2 autres sont bien souvent fermées à clé. Elle ferme donc à clé également la porte de la cuisine avant d'aller dormir à l'étage. Sa grand-mère va dormir dans sa chambre et Shaima va dormir dans une autre, qui se trouve en dessous de l'escalier qui mène au grenier. Shaima nous précise juste que sa grand-mère ne peut pas monter au grenier car c'est trop compliqué pour elle vu son âge. Dans cette maison, il y a donc un grand grenier aménagé où il y a 2 pièces à vivre et une autre pièce qui les relie. Shaima finit par s'endormir. Et vu que c'est une vieille maison et qu'au moindre bruit, on entend. Vers 2h du matin, Shaima s'est réveillée par des bruits de pas qui se trouvaient juste au-dessus de sa tête, qui viennent donc du grenier. Au début, Shaima se dit qu'elle doit mal entendre, ou que ça doit être sa grand-mère qui marche dans sa chambre, ou qu'elle est allée aux toilettes. Mais les bruits continuent au-dessus d'elle, et pour le coup ce n'était pas un animal, elle était persuadée à 100% que c'était bien des pas humains. Bien évidemment, Shaima panique un peu, et elle ne ferme plus l'œil de la nuit. Depuis 6h du matin, elle entend quelque chose faire les 100 pas au-dessus d'elle. Et à ce moment-là, Shaima se rend compte qu'elle doit de plus en plus aller aux toilettes. Mais c'est mort, elle a beaucoup trop peur. Elle fait tout pour se retenir à un maximum, jusqu'à 7h du matin. Il est donc 7h du matin, et Shaima connaît sa grand-mère, et elle sait pertinemment bien qu'elle va bientôt se réveiller.
Du coup, Shaima en profite et elle décide de foncer au rez-de-chaussée pour aller aux toilettes. Et il se trouve que pour aller aux toilettes, il faut passer par la cuisine, là où se trouve la porte d'entrée. Qu'en arrivant au niveau de la cuisine, Shaima s'est rendu compte que la lumière était allumée. Et qu'en avançant, elle s'est rendu compte que la porte était grande ouverte. À ce moment-là, Shaima a tellement eu peur qu'elle s'est plantée au milieu du jardin et elle a attendu que sa grand-mère se réveille. Car cette maison lui faisait vraiment peur. Elle ne pouvait même plus y entrer. Shaima lui a expliqué ce qu'il s'est passé et ce n'était pas elle qui était au grenier, vu son incapacité à y aller. Et ce n'était non plus elle qui a été ouvert la porte d'entrée, car elle ne s'est pas réveillée de toute la nuit. La grand-mère de Shaima a quand même été pas mal embêtée de cette situation, mais elle n'a pas vraiment essayé d'élucider ce mystère. Du coup, encore aujourd'hui, ni sa grand-mère ni Shaima ne sait réellement ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Maxime est un jeune homme de 26 ans et il habite dans la région Bouches-du-Rhône. L'histoire qu'il a vécue s'est passée il y a 1 an, seulement 2 semaines après son emménagement dans son tout premier appartement. Il y a juste à nous dire qu'il a une enfance très chill et que ses parents sont beaucoup trop chill avec lui et que cette chillitude lui a coûté cette histoire. Chose qu'il a immédiatement corrigée depuis que ça lui est arrivé. Pour information, durant toute leur enfance, ils n'ont jamais fermé la porte à clé, ni de la maison, ni de la voiture. À part parfois le soir. Et il a malheureusement hérité de cette naïveté de ses parents. Peu après son arrivée dans son appartement, il a très vite été invité à une soirée chez l'un de ses anciens amis. De ce côté-là, il n'y avait aucun problème, la soirée s'est super bien passée. Mais attention, juste mauvaise attitude, Maxime a dû rentrer en voiture totalement alcoolisé. Alors qu'il allumait le moteur de sa voiture et le poste radio complètement sous, il s'est mis à chanter comme un golemon en pensant être seul, jusqu'à ce que son regard atteigne le rétroviseur central de sa voiture, qui était ici mal placé. Par chance, celui-ci étant mal placé, donnait vue sur la banquette arrière. Et là, Maxime s'est rendu compte qu'il y avait une paire de Nike, une paire de chaussures Nike noires et rouges, qui n'étaient pas les siennes. Son souffle s'est du coup accéléré et du coup il s'est concentré sur ce qu'il voyait. Et il y avait effectivement une personne cachée sous une bâche noire. Exactement de même couleur que la banquette arrière. C'est alors qu'en un instant, Maxime s'est rendu compte que si la personne voulait l'attaquer, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc la meilleure solution était de réagir comme si de rien n'était. Maxime nous dit qu'il voulait absolument faire croire qu'il n'avait rien remarqué. Avec tout le stress qui vient de monter et le gros taux d'alcool qu'il a dans le sang, Maxime commence à avoir de grosses crampes au ventre. C'est donc peut-être grâce à l'alcool et au fait qu'il soit complètement saoul qu'il en profite pour tourner ça à son avantage et se relâcher. Preuve de plus pour que l'inconnu juste derrière lui voit qu'il est vraiment à l'aise et pense qu'il croit qu'il est tout seul. Ainsi, il a chanté totalement bourré tout en lâchant allègrement ses meilleures caisses, asphyxiant un parfait inconnu pendant 20 minutes. Maxime nous dit par ailleurs qu'à plusieurs reprises, il a vu la paire de chaussures Nike bouger sur la banquette arrière. Peut-être que l'odeur de son cul l'avait atteint. En revenant chez lui, et après s'être garé, sans perdre un seul instant, Maxime est sorti de la voiture et a verrouillé les portes. Tout en même temps, un homme surgit de la banquette arrière, tout en hurlant, en criant, en comprenant qu'il venait de se faire enfermer. Il a sûrement dû se rendre compte que Maxime était totalement paniqué. Il a ensuite essayé d'ouvrir les portes à gauche et à droite, mais rien n'y fait, elles étaient fermées. Il s'est empressé de rentrer immédiatement chez lui afin d'avertir la police. À leur arrivée, ils sont tombés sur la vitre du coffre totalement pété, et personne à l'intérieur. Les policiers lui ont simplement dit qu'ils ont retrouvé des traces de couteau, chose qui lui a permis de se rendre dans le coffre et casser la vitre. Ce qui veut dire donc, c'est que l'homme était bel et bien armé. Sain et sauf, voilà comment Maxime nous raconte son histoire. Luc venait de sortir d'une soirée bien arrosée, qu'il venait de passer avec 2 de ses amis, qu'on va appeler Tom et Fred.
Donc le lendemain de cette soirée, Luc est complètement arraché de cette soirée. Et ses deux amis sont rentrés chez eux. Et 4 heures plus tard, Luc reçoit un message de Tom, qui lui propose de se la refaire et de se revoir ce soir pour une soirée. Mais vu que Luc est complètement arraché de la veille, il lui répond non. Tom lui fait le topo de la soirée de rêve, qu'il y aura une chicha et une vingtaine de personnes. Pour finir, une pool party. Et Qui aura de la meuf? du coup, et bizarrement, Luc accepte et lui demande si Fred lui aussi vient. Tom lui répond que non car il est beaucoup trop fatigué. Bien évidemment là-dessus, Luc est quand même déçu, mais il se chauffe un maximum en sachant Qui aura un maximum de meufs? Du coup, Luc retrouve Tom aux alentours de 21h devant un petit resto au beau milieu de nulle part. Ils commencent la soirée à deux en fumant 2 gros jeters. Et là, une fille arrive. Luc la connaît pas, mais Tom bien. Emma, de son petit nom. Elle leur dit que c'est chez elle que se passe la pool party, mais que ses amis ne viennent pas à la chicha. Du coup, elle propose d'y aller à 3. Finalement, à 3, ils décident de fumer une petite chicha, et après une bonne heure, ils ont bougé. Comme il était aux alentours de 23h à ce moment-là, à 3, ils décident d'aller à une foire. Pas très loin de là. Arrivé vers 23h30 devant la foire, elle était fermée. Et à l'endroit d'où il se trouve, il est impossible de se rendre chez Emma à pied. Du coup, il décide de commander un Uber. Le Uber arrive et Luc nous dit qu'il est vraiment sympa et qu'il leur propose des barres chocolatées et des bonbons qui se trouvent à l'arrière de la voiture. Luc et Tom étaient tellement défoncés qu'ils avaient une fonce dalle énorme. Ils se sont jetés sur les bonbons et n'ont même pas calculé une seule fois la route. Le Uber les a menés tout droit au beau milieu d'une forêt. Un endroit qu'ils ne connaissaient absolument pas. Ils étaient terrifiés. Car la seule forêt qu'il y avait dans le coin était une forêt tristement célèbre pour ses nombreux meurtres, viols et suicides. Et une forêt où beaucoup de personnes venaient se droguer. Luc et Tom commençaient vraiment à paniquer. Mais Emma, elle, semblait assez sereine. Luc et Tom étaient dans un mauvais trip où ils pensaient même que le Uber allait les tuer. Et finalement, au bout de 10 minutes, qui a semblé être une éternité pour Tom et Luc, le chauffeur s'est arrêté. Ils sont tous les trois descendus et là ils étaient face à une grande résidence. Là où devait se dérouler la pool party. Emma les fait rentrer en escaladant le portique. Bien évidemment à ce moment-là, Luc et Tom se sont regardés et ils se sont demandé pourquoi elle escaladait le portique si c'était chez elle. Elle n'a pas un code ou une clé. Bref, à ce moment-là, il est minuit 30 et là Emma leur dit Mes amis ne viendront pas. Allez, je vous laisse. Ciao. Ouais. Sympa la meuf. Bref, Luc et Tom étaient quand même soulagés que c'était bel et bien chez elle. Mais maintenant ils se sentent quand même bien dans la merde. Maintenant qu'ils savent qu'ils devront rentrer à pied et traverser cette forêt. Du coup, Luc et Tom n'ont pas eu d'autre choix que de traverser la forêt. Au bout de 10 minutes, ils tombent sur un vieux tunnel qui n'avait pas été réparé depuis très longtemps. Quasiment toutes les lumières de ce tunnel dysfonctionnaient, mis à part les 2 premières de celui-ci. Le tunnel devait faire une centaine de mètres. À ce moment-là, ils arrivent à bout de ce tunnel et décident de marcher encore quelques mètres, jusqu'au moment où ils entendent un bruit venant de derrière eux. Ils se retournent, le tunnel devait être à une 50aine de mètres. Et à l'intérieur, grâce aux 2 seules petites lumières qui ne dysfonctionnent pas, ils s'aperçoivent qu'il y a un homme très grand, courbé et qui titube. Tom lui dit On n'a pas à s'inquiéter, on lui dit juste qu'on est perdu et peut-être qu'il pourra nous aider. Tom est d'accord. Il décide donc de lui demander le chemin. Monsieur, on est perdu. Vous pouvez nous aider? Et là, l'homme se redresse, se retourne et commence à courir vers eux. Et disparaît immédiatement dans l'obscurité du tunnel. Et avec les bruits et le rythme des pas, ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils se rapprochent en courant. Bien évidemment, Luc et Tom font la même chose mais dans le sens opposé et cavalent pour prendre un maximum de distance avec cet homme. Au bout de 2 minutes de sprint, Luc et Tom sont à bout de souffle et n'en peuvent plus. Mais ils ont quand même pas mal distancé la personne. À ce moment-là, ils constatent 2 choses. La première chose, c'est que l'homme n'était plus là. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils étaient encore plus perdus dans la forêt. Et à ce moment-là, Luc et Tom entendent au loin un cri,
un hurlement, ont recommencé à marcher rapidement. Et par chance, ils sont tombés sur ce qui ressemblait être un chemin. Ils ont donc décidé de suivre ce chemin et il faisait vraiment noir, très noir. Alors Luc a décidé de sortir son téléphone pour avoir le flash. À ce moment-là, il remarque qu'il n'y a ni réseau ni internet et que leur seule source de lumière, c'est leur flash. Et ils continuent à avancer, car ils n'ont pas le choix. À deux, ils continuent de marcher jusqu'au moment où ils arrivent au niveau d'une grande clairière, aux herbes très très hautes. Et là, Tom dit à Luc, sur le ton de la rigolade, « Hé, imagine, il y a quelqu'un qui se cache ici. » Luc trouve que c'est vraiment pas drôle, car ce qui vient de se passer lui fait sincèrement peur, et il pense qu'ils sont encore en danger. Et là, soudain, une lumière s'allume au niveau des hautes herbes. La lumière reste stable 5 secondes, puis s'approche d'eux assez rapidement et s'éteint. Luc et Tom reprennent leur course le plus rapidement possible, mais cette fois en suivant le chemin. Luc et Tom sont persuadés qu'il y a encore quelqu'un qui les trousse, car ils entendent des bruits de pas qui s'accélèrent. Mais Luc nous dit que cette fois-ci, ils ont couru jusqu'à l'évanouissement. Et à ce moment-là, ils voient au loin une lumière. Et ils décident d'aller jusque-là. Ils sont enfin sortis de cette forêt et il était 3h30 du matin. Ils ont reconnu où ils étaient et ils ont décidé de rentrer chez eux. Mais sur le chemin, ils ont croisé 3 filles. Et il se trouve que ces 3 filles étaient dans la direction de la pool party, que Emma venait d'annuler. Quand Luc raconte cette histoire à son entourage, il en rigole pas mal, mais il en reste quand même fameusement terrifié. Car si cet homme les avait rattrapés, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Pour terminer cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Marie. L'histoire de Marie s'est passée quand elle avait 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 26. Tout commence un après-midi où Marie décide d'aller faire ses courses. Puis elle rentre chez elle tranquillement et elle vit sa vie normale pendant 2 jours. Quand arrivé le 3e jour, elle se rend compte que sur son palier, il y a un bouquet de fleurs. Elle cherche sur le bouquet pour voir s'il y a une carte ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien. Mais Marie ne se pose pas plus de questions. Elle rentre chez elle et maintenant ça fait 5 jours qu'elle vit sa vie normale. Mais de temps en temps, elle ressent comme une oppression. Comme si quelqu'un la regardait. Elle était quand même pas mal à l'aise. Mais elle oubliait vite car elle se remettait très vite à ses études d'aide-soignante et elle mettait ça sur le compte de la fatigue et du stress. Le lundi soir, alors qu'elle lisait tranquillement, elle entend un bruit suspect à sa porte. Elle jette un œil discret par la porte pour voir qui c'était. Et là, elle a vu un homme, avec une teinture de cheveux assez ratée, des vêtements démodés, et il cache une partie de son visage par un vieux tissu. Et cet homme tenait quelque chose dans sa main, mais elle n'arrivait pas à voir ce que c'était. Puis, leurs regards se sont croisés, et par sursaut, Marie a reculé et elle est tombée sur ses fesses. Et là, l'homme a commencé à tambouriner sous la porte en lui criant que c'était de sa faute et qu'elle devait payer. Paniquée, Marie a cavalé dans l'autre bout de la maison pour se réfugier dans sa chambre. Elle a même tenté d'ouvrir la fenêtre pour s'échapper. Mais là, elle a entendu la porte d'entrée se briser. Et elle savait qu'il avait réussi, car il entendait des bruits de pas courir dans sa maison. Marie était tellement stressée qu'elle était au bord du malaise, mais elle voulait absolument pas s'évanouir. Du coup, elle a sauté. Elle est tombée, en se blessant à la cheville et au poignet. Malgré la douleur atroce, Marie a cavalé dans le cabanon au bout de son jardin pour s'y enfermer. En tremblant, Marie a composé le numéro de la police. Et 15 minutes plus tard, les policiers étaient sur place. Trouvant sa porte d'entrée complètement fracassée, et l'homme allongé sur son lit, avec un putain de couteau dans sa main. Près de la porte, ils ont retrouvé un sac à dos, contenant un carnet détaillant tous les faits et gestes de Marie ces 5 derniers jours, et un bout de chiffon qui sentait ultra mauvais. Marie a appris quelques jours plus tard que les intentions de cet homme étaient de la tuer, que cet homme avait observé Marie depuis des jours et qu'il la surveillait. Il avait discrètement installé une caméra de surveillance dans le jardin pendant que Marie était à ses cours, et qu'il avait déposé ce fameux bouquet de fleurs sur le palier pour lui montrer qu'elle était surveillée. L'homme a dit aux policiers que Marie était tombée dans le piège, et que Marie était exactement
comme sa sœur et sa mère. En fait, ils s'étaient croisés dans le fameux supermarché où Marie faisait ses courses, et l'homme avait fait une fixation sur elle, en la confondant avec sa sœur. Marie a appris qu'il y a 3 ans, ce psychopathe avait tué sa sœur et sa mère, considérées comme tentatrices du mal, et qu'il s'était échappé de l'asile où il était enfermé et qu'il s'était déguisé pour changer un maximum son apparence. D'où le fait qu'il était mal habillé et qu'il avait une teinture complètement ratée. Marie a donc décidé de déménager car elle avait trop peur que quelque chose d'autre se reproduisait dans cet appartement. Depuis ce jour, Marie sort toujours équipée d'une bombe au poivre et guette tous les gens chelous qui la fixent.